DPL Télévision. Perrault, bonsoir. Bonsoir Jessie, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir Monsieur Perrault. La première question, Monsieur le Ministre, les hydrocarbures aujourd'hui, comment ça se porte en RDC? C'est l'espoir de la RDC actuellement. Pourquoi? Parce qu'on se bat pour que les hydrocarbures puissent remplacer les mines. Ça, je le dis. Et je pense qu'on a un potentiel énorme qui n'est exploité qu'à 4,5%. Donc on va relever le défi pour pouvoir donner à la RDC sa part en termes d'hydrocarbures, sa part en termes de, disons, carburant, en termes plus simples. Alors, vous étiez vice-ministre de l'EPST, vous êtes arrivé ministre des hydrocarbures. Si vous faites l'état des lieux de ces secteurs, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? L'état de l'EPST, je parlais d'Iprosec, Proved, Proveda, je parlais préfet, je parlais gratuité de l'enseignement, que je salue encore parce que c'est la réforme de la gratuité, c'est quelque chose voulu par le chef de l'État, qui était constitutionnel et qu'on a su mener, et le ministre Tony Moba le fait très bien aussi. Je suis arrivé aux hydrocarbures, on a eu le temps de pouvoir prendre des formations parce qu'en arrivant, quand l'ordonnance est sortie, on a contacté le secrétaire général, qui est encore secrétaire général actuellement des hydrocarbures, M. Christian Kankou, pour prendre des formations. On a pris des formations, mon équipe et moi, pendant 2 semaines pour essayer de comprendre c'est quoi les hydrocarbures, c'est quoi les enjeux, c'est quoi l'aval, c'est quoi l'amont pétrolier. On a appris, et je pense que ça aide au moins. Et là, on a eu à faire des états des lieux avec l'administration et le secrétaire général. Et nous avons pu voir que les hydrocarbures ne sont exploités qu'à 4,5%. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. 4,5%, on vous a donné les raisons. Quelles sont les raisons qui font en sorte que, jusqu'à présent, qu'on ne produise qu'à hauteur de 4,5%? 4,5%, mais entre autres, ça répond 10% du budget national, parce que les hydrocarbures ont toujours contribué à hauteur de 10% du budget national. Donc, si on doit parler d'un budget de 5 milliards, comme c'était la fois passée, on est à plus de 500 millions de dollars qui entrent au trésor public grâce aux hydrocarbures. Donc, les raisons, c'est quoi? Pour moi, en tout cas, après l'état des lieux, je pense que la loi de 2015 et le décret de 2016 n'ont pas facilité beaucoup de choses parce que les opérateurs préfèrent aller investir au Tchad, aller investir ailleurs qu'en RDC. Parce que la réalité est que tout ce qu'on a comme loi, comme taxe, ne facilite pas les choses. Et nous sommes en train de travailler avec les honorables députés pour pouvoir essayer d'avoir des lois qui vont faciliter aux opérateurs de pouvoir venir s'installer en RDC. Et voilà. Il y a ce côté-là, ça ne marche pas, mais de l'autre côté, dans les hydrocarbures, il y a le gaz. On n'en parle pas trop. Qu'est-ce qui a été fait de ce côté-là? Actuellement, déjà, Dieu voulant, d'ici moins d'une semaine, le ministre des Finances et moi, on est censé aller signer un contrat avec Perenco pour pouvoir récupérer le gaz qu'on appelle brûlé. En termes simples, en lingala, et Zikaka et Pesarambongote. Mais les Zik et Pesarambongote, on va faire que au Zikaka, que la République gagne, même si c'est $1, au moins que la République gagne quelque chose. Donc c'est déjà en termes de gaz. Donc ça pourra permettre que nous puissions devenir un pays producteur de gaz. Ça, c'est déjà ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a le consortium, la société EPPM, la société tunisienne. Ils ont eu à travailler, ils ont eu à gagner l'appel d'offres avant que je ne sois ministre. Nous avons trouvé les dossiers, on est en train de pousser le dossier pour qu'on puisse signer tout ce qui reste à signer et qu'ils puissent avoir l'ordonnance présidentielle qui va permettre à EPPM de pouvoir commencer l'exploitation de gaz au niveau du golfe de Kabounou. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est facile parce qu'il y a des lois. Aujourd'hui, M. Boudimbo ne donne pas à M. Jessie un bloc gazier comme ça. On doit passer par des appels d'offres. Il y a toute une procédure, et il y a des taxes à payer, il y a tout ça à faire qui n'est pas si facile, mais qu'on est en train de faire qu'on puisse améliorer les choses. Mais je pense que 2022, le Congo pourra déjà produire du gaz, que ce soit à Mwanda ou au niveau du lac Kivu. Justement, on parlait du gaz, mais le dégazage justement de lac, après l'éruption volcanique, on a vu que c'était une priorité. Apparemment, ça ne l'est plus. Si. Ça ne presse pas, rien n'est fait. C'est facile de dire ça, mais c'est une priorité. Parce que le gouvernement, on devait décaisser au moins 6 millions de dollars. On est pratiquement à 2 millions de dollars déjà décaissés hors budget. 2 millions de dollars déjà décaissés.
Et là, au premier, je pense au mois de janvier, parce que l'argent n'est pas décaissé, c'est le ministère des hydrocarbures qui signe, mais l'argent est géré par le BSECO. Ça, il faut le souligner. Le BSECO attendait des documents que le ministère des hydrocarbures devait valider pour pouvoir débloquer cet argent-là. On parle de plus de 1,3 million, 1,4 million, parce que la première fois-ci, je pense, moins de 300 000, il fallait au moins 1,4 million pour le matériel. Donc, il devait avoir mon aval. Parce que c'est moi la tutelle, et je l'ai fait. Et au moment où nous parlons, je pense qu'au mois de janvier ou avant fin février, on pourra déjà aller inaugurer ce qui va se mettre en place en termes d'infrastructures par rapport au dégazage. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'une formation de 2 semaines. Je suis curieux de savoir quels ont été les modules. Est-ce que ce n'est pas la preuve que M. Tshisekedi a bombardé un novice dans un domaine aussi stratégique que les hydrocarbures? Vous le reconnaissez sans le dire. Vous avez eu besoin de 2 semaines pour apprendre. C'est ça justement le problème des Congo, placés à des postes importants, des hommes qui n'ont aucune connaissance, comme vous-même, par exemple. C'est facile de dire ça, M. Perrault, mais je vais vous dire une chose. Quand on met un ministre, ce n'est pas parce que dans un ministère, à part le cabinet ministériel, il y a l'administration. C'est là où se trouvent les techniciens. Un cabinet ministériel, c'est un cabinet politique. C'est une vision. On doit ramener une vision. Et je pense que, vous le savez, peut-être, je ne sais pas, avant d'être journaliste, vous avez fait une formation avant, peut-être. Mais il y en a qui n'ont pas fait de formation avant, mais qui avaient une vision et qui sont venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. On va prendre un secteur aussi important que celui-là, non. donner un novice, et il nous dit publiquement qu'il a pris 2 semaines pour comprendre ce ministère. Donc mon pays, les hydrocarbures de mon pays sont dirigés par quelqu'un qui me dit qu'il a pris 2 semaines pour comprendre le secteur. C'est grave, monsieur le ministre. Pas du tout. Là, ça veut dire une chose, c'est que nous sommes là. On ne se dit pas que nous sommes les meilleurs, mais on veut changer les choses. Nous sommes là pour changer les choses. Nous ne sommes pas là pour faire la gueule, pour se mettre à parler, pour dire des choses. Ça, c'est votre travail. Vous savez le faire. Vous savez convaincre le public quand vous parlez. Nous, ce n'est pas ce qu'on est venu faire. On est venu pour faire un travail. Un travail, être ministre, à part qu'il soit politique, il faut avoir une certaine vision. La vision, c'est de notre chef. Si j'ai une vision contraire, je peux être technicien. Ça donne quoi? Il y a un adage qui dit ceci. Vaut mieux quelqu'un qui apprend, qui est loyal et qui va comprendre, que quelqu'un qui connaît, qui n'est pas loyal, qui va trahir dès le premier pas. Aujourd'hui, la seule personne qui rendra compte au peuple congolais, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle Béton. C'est lui qui va rendre compte. Non, il ne faut pas rire. C'est lui qui va rendre compte au peuple congolais. Ce n'est pas M. Boudimbo, c'est ni vous. Tout ça, c'est bien beau. Mais nous avons l'administration. C'est ça la partie technique d'un ministère. C'est ça, ce sont les techniciens qui sont là et les ministres et les cabinets ministériels doivent se reposer sur eux. Dieu merci, j'ai un bon secrétaire général qui est très efficace, avec lequel nous travaillons de pair. Et là, jusque-là, je pense qu'on est en train de relever le défi. Et on est en train de bien faire les choses. Mais moi, venant de l'EPST, j'ai décidé d'apprendre les ABC des hydrocarbures. Et je pense que jusque-là, je n'ai pas encore failli. Et je ne pense que je ne vais pas faillir. Parlons justement des hydrocarbures, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous dire notre capacité de stockage aujourd'hui? Vous savez, aux États-Unis et ailleurs, les ministères comme les hydrocarbures se font des réserves, des stocks en cas de calamité, par exemple. Le Congo peut tenir en matière des hydrocarbures pendant combien de jours? Vous qui venez d'arriver, est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a calamité, nos avions auront-ils du kérosène? Est-ce que nos militaires vont avoir du carburant pendant combien de jours? Quelle est notre capacité de stockage aujourd'hui? Nous avons, à part le stock stratégique, nous avons le stock de sécurité qui est géré par le ministère de l'économie, qui est hyper important. Ce sont des stocks qui peuvent nous permettre de tenir face en cas de problème. Combien de jours, combien de semaines à peu près? C'est vrai que... Est-ce que vous avez une idée sur la quantité exacte de ce que oui, le Congo... Par rapport au mois passé, je sais qu'on peut tenir pendant 2 semaines, sur tout ce qui est terrestre et sur tout ce qui est aérien. Par rapport au jet, je pense qu'on peut tenir, si je ne me trompe pas, au moins 10 jours. Mais c'est un système qu'on a trouvé. Déjà, la loi, la constitution, bon pas la constitution, la loi des hydrocarbures nous demande que tout ce qui est stock stratégique ou stock de sécurité puisse être constitué en nature depuis 2015. Mais je suis arrivé, ce n'est pas constitué en nature, c'est constitué en argent en fait. C'est prélevé par la DGDA qui prend cet argent, qui le balance sur un compte, et donc c'est constitué en argent. Mais nous allons remettre le cadre par rapport à la loi. Il faudra qu'il soit constitué d'une façon
en nature en fait. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer des dépôts de stockage. Et je suis en train de me battre par rapport à ça. Mais entre-temps, il faut que nous puissions lancer les appels d'offres pour qu'il y ait des gens capables qui puissent venir pour nous aider à mettre des dépôts de stockage. Et à travers ça, on aura des dépôts de stockage, du stock stratégique ou du stock de sécurité. Et ça pourra répondre à vos attentes. Mais là, je le dis, on a mes consciences, on a peut-être maximum 2 semaines pour tenir en cas de problème. Après, ça peut être compliqué, mais ce sont des choses que nous devons changer et que nous allons changer. Ce n'est pas des choses que M. Boudimbo a mis en place, ou le président Félix a mis en place. Ce sont des choses que nous avons trouvées. Mais comme il y a la continuité de l'État, comme nous devons nous assumer, on est obligé, on va changer les choses. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, on est un peu distrait, la République de Portugal, la RDC est un peu distrait, parce que quand je vais parler par exemple du Grabel Alberti, où Dan Gettler a régné un maître pendant plus de 20 ans dans ces secteurs, aujourd'hui vous êtes arrivé, vous allez lancer l'appel d'offres aujourd'hui, mais entre-temps, Tanzanie, Ouganda, ils sont très avancés dans l'exploitation de pétrole de ces côtés-là. Vous prenez le gaz dans les lacs Kivu, le Rwanda est très avancé. Vous ne pensez pas que nous sommes distraits dans ce que nous sommes en train de faire? Distraits, nous sommes où nous étions, il y a une différence qu'il faut faire. Il y a une certaine nuance. Jusqu'aujourd'hui, j'ai rien fait. Non. Au fait, la République et les hydrocarbures dépendent de la loi de 2015 et du décret de 2016, qui nous oblige à passer des appels d'offres pour pouvoir exploiter nos ressources. Mais entre-temps, les autres exploitent et notre pétrole pourrit pour rien. Oui, je suis en train de le dire. Donc, nous dépendons de la loi de 2015 et du décret de 2016. Donc, ça fait qu'il faut que nous puissions passer par des appels d'offres. Pour passer par les appels d'offres, on doit certifier nos réserves pour pouvoir présenter ça au public, aux opérateurs. Pendant que les voisins exploitent déjà, ils se font de l'argent. C'est notre procédure. On va à l'encontre, c'est le Parlement qui va convoquer le ministre Boudimbo, qui va lui taper sur les doigts. Et vous, journalistes, vous allez dire, voilà, il a fait n'importe quoi. Donc, nous devons nous conformer à la loi. C'est vrai que nous avons cette volonté de modifier, de changer cette loi pour la rendre un peu plus souple. Et nous allons le faire. Qu'est-ce qui vous empêche Est-ce que vous pouvez me permettre de répondre à votre question? Qu'est-ce qui vous empêche à modifier cette loi? Je suis en train de le dire que nous devons nous préparer pour aller le présenter au Parlement. Et nos honorables députés vont nous aider à faire passer cette loi. Mais entre-temps, nous préparons les appels d'offres à travers la loi de 2015 et le décret de 2016. Et entre-temps, par rapport à ces lois-là, quand vous avez parlé d'Angleterre, je vous apprends que la RDC a repris le bloc 1 et 2 que Capricart, qui appartient à Dan Gettler, avait. Vous l'avez remboursé qu'il avait payé à l'État congolais? Non, c'est à lui de payer à l'État congolais. Parce que c'est lui qui a fait perdre à l'État congolais beaucoup d'argent en termes de temps. On estime entre 200 et 300 millions de dollars, mais l'État congolais a saisi la justice internationale. Nous sommes au niveau de l'arbitrage, au niveau de Paris, et nous attendons les retombées pour que la République puisse retrouver ses droits. N'oubliez pas que Gettler, c'est le meilleur ami de M. Kabila, et Kabila, s'est resté l'allié de M. Tshisekedi. Vous serez en mesure de récupérer cet argent? Je ne sais pas si c'est ironique, mais on sait très bien que le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, actuellement, c'est l'Union sacrée, et je pense que M. Kabila n'est pas dans l'Union sacrée. Et je pense que quand le chef d'État parle des intérêts de la République, il ne parle ni de M. Kabila, ni de M. Boudimbo. Gettler reste le plus fort. Gettler reste le plus fort. Nous parlons des intérêts du Congo. Le Congo est plus fort que M. Gettler. Et je pense que l'émission ici n'est pas pour parler de M. Gettler, mais je vous annonce que la RDC est partie en arbitrage et en position de force, et nous allons gagner là cet arbitrage. Monsieur le ministre, en préparant cette émission, j'ai discuté un peu dans votre secteur avec les pétroliers du Katanga. Vous savez que le Katanga, c'est un poumon en matière des hydrocarbures, mais qu'il y a quelques petits problèmes. Ils saluent votre revirement à ça à l'heure, parce que vous savez qu'il y avait quand même des décisions qui ont été prises de ces côtés-là contre eux, mais ils saluent un ministre qui venait de prendre des décisions dans le sens voulu par ces opérateurs. Qu'est-ce qui fait que vous changez par rapport à ça? Beaucoup sont surpris de voir le ministre se faire embarquer dans une affaire par l'IGF. Comment est-ce que le ministre des Hydrocarbures s'est laissé embarquer dans une affaire par l'IGF alors que c'est quand même votre secteur? Ça, c'est la première question. Toujours sur le Katanga, monsieur le ministre. Vous êtes vice-président de la commission chargée des prix des matières des hydrocarbures. Comment expliquez-vous l'injustice que vous avez établie dans ces systèmes-là, en payant justement les manques et les pertes aux entreprises internationales, alors que les nationaux, les locaux qui exploitent dans ces domaines-là ne sont jamais payés? Vous, monsieur le vice-président, comment expliquez-vous l'injustice? Vous payez l'étranger, les Congolais, vous ne les payez pas. Ok. Merci, M. Perrault. Je vois vraiment c'est du sensationnel parce que
Il n'y a rien de vrai dans tout ce que vous avez eu à dire. Déjà, s'il faut dire que M. Boudimbou a fait un référendum à 100 à l'heure, 120 degrés ou quoi à l'heure, ou je ne sais pas, ce que vous venez de dire, vous êtes à côté de la plaque. La première des choses, c'est que les mesures qui ont eu à être prises au niveau du Katanga, c'était déjà avant que... Déjà, il faut suivre tout ce qui s'est passé avant. Avant que l'IGF et les ministres des Finances ne se rendent au Katanga, le ministère des hydrocarbures s'est rendu au Katanga. Les images sont là pour témoigner. On a vu ce qu'on a vu. On a fait un témoignage. J'ai fait un rapport au gouvernement. Chez le locaux seulement. On a fait un rapport Aucune entreprise étrangère n'a été visitée. Laissez-moi vous répondre. Vous n'avez visité que nos compatriotes. Non, vous êtes acharné sur les pétroliers locaux. J'ai visité Kasumbalesa, où tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve. On a eu ce constat amer. J'ai fait mon rapport et on devait effectuer une mission avec le ministre des Finances, l'IGF, la DGDA et les hydrocarbures. J'étais en déplacement. Parce que vous savez que les hydrocarbures, on est tout en dehors. J'étais en déplacement. Le temps d'être en déplacement, ils sont partis. Ils ont constaté qu'il y avait un manque à gagner de près de 54 millions de dollars. Les sanctions sont tombées. En arrivant, il y a eu un moratoire qu'a accordé le ministre des Finances, le collègue M. Nicolas Kazadi, avec l'IGF et la DGDA de 3 mois. Entre-temps, en arrivant, en voyant tout ce qu'il y avait, le ministère des hydrocarbures a pris des mesures pour retirer les permis et les autorisations à ceux qui n'avaient pas qualité et droit d'avoir ça parce qu'ils n'avaient pas rempli les conditions, et aussi à ceux qui étaient dans la fraude. Mais maintenant, comme il y avait le moratoire... Vous êtes revenu sur votre décision? Non, je ne suis pas revenu sur nos... Ça donne les au niveau des... vendre comme un ridicule quand même. Au niveau des hydrocarbures... Vous partez, vous décidez, vous revenez. Allez-y. Au niveau des hydrocarbures, pour qu'une décision puisse être respectée, il faut avoir le permis. Il faut avoir les autorisations données par le ministère des hydrocarbures. Tant qu'il n'y en a pas, il n'y a rien qui se fait. Donc, pour que ces gens-là puissent travailler et qu'ils puissent respecter le moratoire donné par le ministère des Finances et par rapport à l'IGF, il fallait que le ministère des hydrocarbures puisse leur remettre les permis qu'on a eu à suspendre. Il fallait qu'on puisse leur donner... Ah donc j'ai dit la vérité, ce n'était pas un buzz. Mais laissez-moi finir. J'ai dit la vérité. Au départ, vous avez dit que je voulais créer un buzz, mais je me rends compte que j'avais plutôt les bonnes informations. Mais c'est ça la réalité. Il fallait remettre ces permis. Nous sommes partis au Katanga, on a tenu une réunion. Il y avait l'IGF, il y avait la DGDA. Quand j'ai dit l'IGF, pas le numéro 1, le numéro 2, il y avait la DGDA, M. Kongolo, et puis il y avait nous, il y avait tous les secrétaires généraux de l'économie, des hydrocarbures, on était tout ça. On a tenu une réunion avec les pétroliers. Ils nous ont expliqué que pour qu'ils puissent payer les 54 millions qu'on leur réclamait, ils devaient travailler. Pour pouvoir travailler, ils ont besoin des permis. Qui peut donner ou remettre les permis? Il n'y a que le ministère des hydrocarbures. Ce n'est pas un revirement. On a respecté le moratoire donné par le ministère des Finances, qui est en termes du gouvernement, qui est précisément déjà par rapport à moi, et par rapport à la solidarité gouvernementale, ce qui avait été pris comme mesure, on devait respecter ça. Donc, on a dû remettre des permis et jusqu'au 1er janvier 2022 pour qu'eux puissent régler ce qu'ils ont comme dette, comme antécédent par rapport au trésor public et tout. C'est ce qui a été fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, quand on parle de manque à gagner, vous dites qu'on a payé les internautes. On n'a pas payé les étrangers. De quoi vous parlez, monsieur? Non, mais il y a un mois, vous avez payé ici les entreprises de Kinshasa 200 millions de dollars, monsieur le ministre. Non. Ne donnez pas de chiffres que vous ne maîtrisez pas. Monsieur, mais je vous dis déjà... C'était combien? C'était combien que vous avez payé? Mais laissez-moi... Moi, les informations annoncent qu'à Kinshasa, il y a un mois, vous avez payé 200 millions de dollars. Je vous répète encore que ne donnez pas des informations que vous ne maîtrisez pas. Donnez-nous la vraie, alors. Il y a la partie ouest, Kinshasa et le reste, et puis la partie sud, et puis la partie est. Le manque à gagner de la partie sud, donc le Katanga et autres, a été compensé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu augmentation au niveau de la pompe de près de 10 ou 15%. Vous pouvez vérifier ça. Donc, comme au niveau du Katanga, il y a eu augmentation au prix à la pompe, vous voulez qu'on donne encore quelle compensation? Non. Au niveau de Kinshasa, il n'y en avait pas. Et comme l'État subventionne d'une certaine façon, à travers la structure des prix, le prix à la pompe, parce qu'aujourd'hui, si on met le prix réel,
Mais M. Perrault, c'est vous qui allez dire, ah oui, Moni, t'as la carburant comme 5 000. Vous allez être le premier parce que vous criez bien, vous parlez bien. Vous êtes un bon parleur, vous parlez bien. Mais l'État congolais, à travers la structure des prix, prend les choses en charge. L'État congolais fait que la population ne ressente pas ça. Donc, tout ce que les pétroliers perdent, l'État congolais compense ça. C'est ce qui s'est fait au niveau sud, non plutôt ouest. Kinshasa et le reste. Au niveau sud, on a augmenté. Le prix du carburant il y a 6 mois, ce n'est pas le même. Alors ne dites pas qu'il y a eu, on a facilité. Non, mais vous n'avez pas répondu à la question, monsieur le ministre. Non, Pourquoi vous ne payez que les étrangers, monsieur le On n'a ministre? pas payé que... Seules les sociétés étrangères C'est bénéficient de ces montants-là, monsieur le ministre. La caméra est là, j'ai vérifié. La dernière entreprise, Alors, oui. la dernière entreprise locale à avoir touché un rond de l'État, c'était en 2011. Depuis 2011, nos compatriotes souffrent. Ils parlent de la discrimination. Vous êtes vice-président de la structure des prix. Je répète Pourquoi encore. vous ne corrigez pas ça? Non, c'est faux. C'est faux. Je répète, c'est faux. Je ne veux pas citer les noms des entreprises ici qui ont touché ou qui ont touché avant, ils ont eu à toucher, même avant que je ne sois là, on ne va pas les citer. Mais ils sont là, ils ont touché, ils le savent. Ils ont touché parce que l'État fait son rôle. Il est en train de subventionner ce qu'il faut. Donc je pense qu'on ne va pas citer telle entreprise, mais je vous dis, ça n'a rien à voir avec une telle entreprise étrangère. Déjà, notre régime, le régime actuel, le régime donc, avec le président Fachi, les nationaux sont privilégiés, et vous le savez. Mieux que toute autre personne. Je vais laisser Lissé parler, mais je vais aborder le même sens que Perrault. Perrault peut-être parler du Katanga, moi je vais parler du Congo central, où Pereko, encore un autre, qui règne en maître, le seul dieu qui existe, Mwanda, il n'y a que Pereko. C'est comme si votre gouvernement aujourd'hui, les nationaux, comme disait Perrault, ils n'ont pas de place aujourd'hui. Pereko reste le seul maître dans le Congo central. Monsieur Jessé, le ministère des hydrocarbures ou les hydrocarbures en RDC sont régis par la loi de 2015 et le décret de 2016. Nous devons lancer des appels d'offres. Le gouvernement de Ouattara est arrivé il y a à peine 6 mois. Félix Tshisekedi au pouvoir, ça fait 10 ans et demi. Oui. Et avant ça, il y a eu une convention par rapport à un Perenco et il y a eu une loi en 2015, avant son arrivée, qui fait que tout opérateur doit passer par les conditions qui se retrouvent dans cette loi-là que vous pouvez consulter. Je peux même vous les donner. Et pourtant, on dit que Boudimou est arrivé et qu'il a été Je le répète comme tous les autres ministres qui sont passés. Je le répète encore. Vous êtes sûr, vous avez laissé Pereko continuer comme Non, il faisait avant. je pense qu'à ce niveau, il faut éviter certaines bassesses. Engraisser, il ne faut pas dire des choses pareilles. Je pense qu'on n'est pas à ça, ni vous ni moi. Donc, je vais vous dire une chose. Au moment où C'est la population qui s'est plaint. Non, la population n'a D'ailleurs, jamais eu à dire ça. Votre province, le Congo central aujourd'hui, population règne un maître dans le La Congo population central. n'a jamais eu à dire ça. Perenco est là, c'est par rapport à une convention de 1969. Changez pour vos frères, vos sœurs, changez les choses. Mais nous sommes en train de travailler sur ça. Mais il ne faut pas venir avec la diabolisation. Il ne faut pas venir pour fatiguer le peuple, pour que le peuple pense qu'on ne fait rien. Nous sommes là, il y a des lois. Nous sommes obligés de respecter ces lois. Mais qu'on est obligé et on est contraint et on est déterminé à changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Vous êtes en train de finir l'espoir du Congolais qui attendait beaucoup de changements à votre arrivée au pouvoir. Les gens attendaient que Tshisekedi arrive Je au suis pouvoir. interviewé, les gens avaient bien, changé. vous êtes en train de faire un monologue. Non, monsieur le ministre, parlons justement des Perenco. Ça fait 6 mois quand même que vous êtes ministre des hydrocarbures. Qu'est-ce qui se passe pour que Perenco, qui exploite sur la nappe pétrolière que nous partageons pratiquement au bord de l'océan Atlantique, avec le Gabon, avec le Congo-Brazzaville, avec l'Angola, nous avons 25 000 barils par jour, alors que le Congo-Brazzaville sont dans les 300 000. En 6 mois, pourquoi est-ce que Perenco n'a pas réussi à augmenter les taux, alors que tout le monde sait que le chiffre avancé par Perenco était mensonge? Vous avez été là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 mois pour que vous continuez à faire gober à la République que Perenco produit 25 000 barils, comment on dit ça, 25 000 tonnes de barils le jour, alors que tout le monde sait que c'est faux? En fait, j'ai trop envie de rire et je me rends compte qu'on a eu raison de passer par une formation au niveau du secrétaire général parce que les hydrocarbures, c'est tellement technique que vous racontez n'importe quoi. Et vous pouvez vous faire passer pour ridicule. C'est-à-dire? Dites-nous le contrat parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que Calmez-vous. Donnez-nous les vraies informations. Calmez-vous. Perenco est sur les terres congolaises depuis 1969 parce qu'ils ont racheté des licences qui existaient avant. Ils sont en train de continuer d'exploiter. Ils donnent des chiffres qui ne sont pas vrais. Ils sont en train d'exploiter en toute légalité. Ils le font. Vous parlez, vous mélangez les choses. Il y a un conflit au niveau de ce qu'on appelle la ZIC, zone d'intérêt commun,
ou du plateau continental. Mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec Perenco. Perenco n'a pas empêché à la République démocratique du Congo d'avoir d'autres opérateurs. Et on va en avoir en 2022. Perenco fait son travail. Il fait ce qu'il doit faire. Je ne suis pas là non plus pour défendre Perenco, mais quand c'est erroné, c'est erroné. Perenco est en train de faire son travail, il fait son travail. Et jusque-là, vous dites que les chiffres de Perenco ne sont pas certifiés. On l'entend. Il y a des parlementaires, des honorables qui m'ont interpellé par rapport à ça. J'ai écouté. J'ai fait un tour là-bas, il y avait un agent de l'OCC qui certifiait ce que Perenco est en train de déclarer. Mais maintenant, comme il y a ça, on va lancer l'audit d'ici là. Mais cet audit, pour le lancer, on a besoin des moyens. On va pouvoir lancer l'audit pour pouvoir vérifier tout ça. Mais il ne faut pas dire à la population qu'ils sont en train de faire ça. Non, non, c'est faux. C'est archi. Monsieur Perrault, non, ce n'est pas ça. Monsieur Perrault, non. Nous sommes devant la caméra, nous sommes devant le peuple congolais, on doit leur donner la bonne information. Il ne faut pas donner des histoires qui n'existent pas. Perenco est au Congo, il travaille au Congo. Qu'est-ce qui existe? Il ne tire rien. C'est les 25 000 barils que Perenco pompe chez nous par jour. Nous parlons de la continuité de l'État. Vous avez parlé du président Fachi, béton comme je l'appelle. Vous avez parlé, non, il ne faut pas rigoler, c'est un vrai béton. Vous avez parlé de lui, il est arrivé, nous sommes là. Le béton là, on n'a pas sur les résultats. Hein. Oui, les résultats sont là. Déjà, vous êtes là, c'est ça le résultat. Mais vous êtes le premier résultat, monsieur Perrault. Vous êtes le premier résultat. Vous êtes là, ça fait 3 ans. Vous êtes le premier résultat. Vous êtes le premier résultat. De quel? Comment ça? Vous vous mettez à parler. À l'époque, vous auriez pu parler comme ça. Vous le faites parce que Fachi Béton est là. Vous êtes le premier résultat. Monsieur le ministre, continuité de l'État, les gens attendaient stop net, on allait stopper les choses et changer. Monsieur Jesse, quelque chose qui a été déformé. L'espoir s'amoindrir, l'espoir que les gens avaient sur vous. Ça, c'est vous qui donnez ça. C'est l'image que vous voulez donner. Et j'appelle ça de la manipulation. J'appelle ça de la manipulation. Rentrons juste 4 ans en arrière. Monsieur Perrault aurait pu faire tout ce qu'il fait. Quand il dit ses coups de gueule, quand il parle, ah voilà, ah ouais, Fachi, Félix, comme si c'est son ami, quand il fait ça, il y a 3-4 ans passés, il se serait permis de le faire. On revient dans les hydrocarbures. Madame. On parlera des avancées quand même. On parlera des avancées sur le plan démocratique, mais je voulais revenir sur les hydrocarbures. Moi, déjà, je veux savoir pourquoi il y a cette différence entre cette zone sud et zone est par rapport au prix du carburant. C'est dû à quoi? Dans un même pays, pourquoi avoir deux prix différents? Nous avons 3 zones, la zone ouest, la zone sud et la zone est. Chaque zone a sa structure de prix et qui ont des réalités par rapport aux charges qui incombent à ces zones-là. C'est défini par rapport à ça. Mais je pense que ce sont des documents qui sont... Tout le monde peut consulter ça. Et vous pouvez le faire aussi pour édifier la population. Et ça va comment aider notre population. L'uniformité de prix des carburants, des produits pétroliers à travers le pays, vous y pensez ou Déjà, je vous dis, depuis que moi je suis là, on est pratiquement à 66% d'augmentation du prix au niveau international. Parce que le prix du carburant à la pompe dépend de 3 facteurs. Comme on appelle PMF, prix moyen frontière, qui dépend du plaque, donc le prix qui est vendu à l'extérieur, le transport pour arriver au niveau des frontières, du taux d'échange et du volume qui entre. Tout ça dépend de ça. Et même dans chaque coin, c'est un peu compliqué. Et je vous dis, l'État congolais prend beaucoup sur lui pour que le prix du carburant soit tel qu'il est. Parce qu'au niveau, tout le monde peut aller sur Google, il va voir que le prix du baril a augmenté énormément, de près de 66%. Énormément, c'est vérifiable. Mais chez nous, le carburant n'a pas bougé. C'est que l'État prend ça sur lui. D'où les manques à gagner qu'on a dit que l'État a eu à payer. C'est en fonction de ça. Où je suis vice-président, quand on paye, c'est pour pouvoir faire que le prix puisse être stable. Il n'y a pas que le Congo qui le fait, le Congo-Brazzaville le fait, l'Angola le fait aussi. C'est ça, madame. Il y a d'un côté la production et puis la qualité même des produits pétroliers qu'on a ici. Ça vient un peu de partout. C'est pour ça que là, je vais même lancer l'appel pour que vous, la presse, vous puissiez m'aider parce que j'ai eu à lancer des mesures
qui ont eu à même être contestés pour essayer de bloquer tous les produits de contrefaçon venant de l'Angola, venant d'ailleurs. J'ai tenu des réunions avec mon homologue d'Angola qui m'a expliqué que leur produit est subventionné. Là-bas, le produit se vend à l'équivalent de 200-300 francs congolais ici. Quand les gens partent acheter, ça passe par Loufou, c'est du produit volé. Pour qu'on puisse réglementer ça. On a fait un travail et on continue à faire un travail. D'où, dernièrement, j'ai lancé des mesures pour dire que j'ai interdit le transport d'une province à une autre des produits pétroliers dans des fûts ou des bidons dans les zones marquées. Marquées parce que au niveau de l'Ouest, ici, Congo central, tout est marqué. Le produit qui entre en RDC au niveau de l'Ouest, au niveau de Mwanda, est marqué. Donc nous savons que ça, c'est le produit qui a payé des taxes. Le produit de Loufou, quand on essaie de voir au niveau des stations, on voit que ces produits n'ont pas de taxes. On a eu à réfléchir, on a vu qu'il n'y avait pas de sanctions. Le ministre des Finances et moi venons de signer des barèmes de sanctions qui vont permettre que la brigade qui va bientôt voir le jour, parce que ça existe, mais en termes un peu tout petits, mais qu'on va agrandir d'ici janvier, cette brigade va permettre qu'on puisse sanctionner tous les contrevenants, tous ceux qui viennent avec des produits qui n'ont pas les normes. Parce que nous avons des normes qui sont certifiées, qui sont là, et nous savons le respecter. Nous avons fait des contrôles au sein des stations, mais il n'y avait pas de barème de sanctions. Je reviens encore, ça c'est quelque chose qu'on revoit chaque jour un peu, c'est la multiplicité ou la multiplication des stations-service. Comment ça se passe? Vous travaillez avec le ministère de l'économie? Parce que maintenant là, il y en a à chaque point de rue. Est-ce qu'il y a une réglementation en la matière? C'est pour ça que je dis qu'il y a eu beaucoup de vides. Pour qu'il y ait des stations, ça ne dépend ni du ministère de l'économie, ni du ministère des hydrocarbures. Le ministère des hydrocarbures peut délivrer des titres par rapport à la commercialisation, par rapport au transport. Mais quand la personne va faire sa station, il ne vient pas vers nous. Il va vers l'habitat. Ils ont le permis de construire. C'est à eux de voir maintenant, à tel endroit, il ne peut pas avoir une station. Mais quand eux donnent l'autorisation de bâtir, la station, elle est là. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien du tout. Mais vous travaillez là, vous travaillez avec le ministère des Finances. Pourquoi vous ne le faites pas avec les autres? D'où nous sommes en train de travailler. Et d'ici là, comme on dit en lingala, la kake kobeta. Parce que je pense que le ministère des hydrocarbures va répondre ses prérogatives à travers la brigade des hydrocarbures. On va signer des arrêtés, on va aller vérifier et toutes ces stations qui ne répondent pas aux normes seront fermées. Et comme je le dis, ce qu'on va faire, on le fera en accord avec l'urbanisme, les affaires foncières, la ville. Voilà. Vous évoluez, on va parler politique. Je pose la dernière. Non, pas la dernière. Pourquoi la dernière? Sur les hydrocarbures, parce qu'il dit qu'on doit parler politique. On va gagner le temps. Vous avez été en Angola, monsieur le ministre. La toile s'est enflammée ici sur un montant de 50 millions de dollars américains qu'on dit que M. Antoine Gonda aurait pris au nom de la République. Vous qui avez traité le dossier avec l'Angola, qu'en est-il exactement? Est-ce que M. Antoine Gonda Bangalidi a véritablement pris au nom de l'État congolais 50 millions de dollars américains? Est-ce vrai ou faux? Comment est-ce que les Congolais se sont laissés embarquer, si c'est vrai, dans cette affaire, en laissant un individu aller prendre pour le nom de nous tous 50 millions de dollars? Surtout qu'on sait que depuis toujours, il a toujours protégé les intérêts des déclinaires dans cette zone. Hein? Qui ça? Antoine Gonda Bangalidi. Ça, c'est vous qui le dites. Donc vous assumez ce que vous dites. Moi, étant que ministre de la République, je ne parlerai pas des individus, mais vu que vous parlez du problème, je vais vous dire une chose. C'est qu'il y a eu, par rapport à l'exploitation dans cette zone, la ZIC, il y avait une entité qui appartenait à M. Dan Gettler, qui était en association avec la Société nationale des hydrocarbures, la Sonahydrauc. L'Angola, comme c'était, on devait exploiter cette zone, je dis en termes simples, hein, pour pas qu'on se complique, on devait l'exploiter ensemble. Après qu'il y ait des négociations à l'époque du ministre Lambert Mende, je pense que j'étais à l'opposition, ou je ne sais pas, à l'université, mais je ne sais plus, mais à cette époque-là, il y a eu toutes ces négociations, et au final, l'Angola était d'accord de continuer avec la RDC. Mais la condition de l'Angola était qu'on puisse enlever les entités qui n'étaient pas gouvernementales, qui n'étaient pas étatiques. Il y avait la société Nessergie, qui appartenait à M. Dan Getter, qui appartenait à M. Dan Getter, qui était associée avec la Sonahydrauc. L'Angola a demandé que cette société qui n'est pas étatique, qui n'est pas gouvernementale, puisse partir et qu'on puisse rester avec une société gouvernementale étatique.
Donc, la Sonatrach, pour qu'on puisse traiter d'État à État. La Sonatrach, à l'époque, a eu à dire non, mais voilà, ce monsieur a eu à investir. C'est qui le monsieur? A eu à investir, la société de Nessergi. Nessergi a eu à investir, donc il faut désintéresser Nessergi. Il y a eu des négociations, ils sont tombés, je pense, à 150 ou 200 millions de dollars, qui devaient être mis sur la charge de la République démocratique du Congo. Après accord, il y a eu une autre société, une société, un cabinet d'avocats qui est venu pour dire que c'est eux qui facilitent cette négociation. Donc au total, il y a eu un paiement de 200 millions de dollars. 150 millions de dollars, je dis vraiment en termes simples, pour Nessergi, et 50 millions pour la société qui faisait... Le cabinet de médiation. Oui, vous avez dit que ça c'est vous qui l'avez dit, c'est à M. Antoine Gonda, mais moi je ne le sais pas. Ça c'est vous qui l'avez dit. Donc c'est eux qui ont touché 50 millions. Et 150 millions... Vous pouvez sûrement qui est derrière cette société? C'est ça, c'est que M. Perrault vient de dire que la société qui a touché 50 millions appartient à l'honorable qui est mon grand frère du Congo central, Antoine Gonda, 50 millions. Et je vous dis, je n'étais pas encore ministre à cette époque-là. Donc, il y a eu 150 millions qui est parti à Nessergi. Mais là n'est pas le problème de la République démocratique du Congo. Notre problème était que ces 200 millions devaient être imputés à la République démocratique du Congo. Mais là, je suis parti en négociation en Angola, mais d'une façon informelle. L'Angola a dit que cet argent ne sera plus imputé à la République démocratique du Congo. Ils savent comment ils vont gérer ça. D'une façon informelle. On continue les négociations. Donc, si ce n'est pas imputé à la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'on va demander à M. Antoine ou à Nessergi? Qu'est-ce qu'on va leur demander? Puis, si ce n'est plus imputé à la République démocratique du Congo. Parce que nous, on va demander si c'est imputé à la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, on continue les négociations avec l'Angola. On peut chuter au mois de février. Au moment où on va chuter, si ça réapparaît, on va essayer de demander, on va essayer de comprendre. Mais en tout cas, cet argent a été payé, oui ou non? Il a dit que ça a été payé. Et je pense que les preuves sont là, ça a été payé. Ça n'a pas été payé à la République démocratique du Congo. Mais il y a eu des accords à ce temps-là pour désintéresser cette société. Qui a pris ces accords? Est-ce que c'est la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est un ministre? Ça, ce n'est pas mon problème. Parlons politique. On parle de... Ok, allons-y. Vous pouvez terminer. On va rester. Parlons politique, monsieur le ministre. Aujourd'hui, quand on entend tout le montant que vous êtes en train de donner, tout l'argent qui est en train de partir, aujourd'hui, vous avez prêché il y a quelques temps sur l'état de droit au nom du Père. Je me suis encore du spot, le spot Boudimbu, au nom du Père, au nom du Fils, l'état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de la justice, l'état de droit en RDC, Vital est dehors Matata Pogno, la justice s'est dit, la Convention s'est dit incompétent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste encore de l'état de droit? Mais c'est même ça l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? Le droit n'a pas d'émotion. Le droit, c'est le droit. Le droit, ce sont des écritures, ça reste là. Je vais vous donner un bête exemple. Il y a quelques années, il y a eu Marc Dutroux au niveau du royaume de la Belgique. Il a sévi, il a fait tout ce qu'il a fait. Avec sa femme qui était complice. Ils ont été condamnés, sa femme a 30 ans, et lui a plus que ça à perpétuité, les deux en fait. Mais la loi belge dit que quand on est primaire, peu importe l'infraction, on fait le 1/3. Donc, comme la loi belge fait que la perpétuité se limite à 30 ans, le tiers c'est 10 ans. La femme de Dutroux est dehors aujourd'hui. L'État belge a même changé son identité. C'est ça l'état de droit. Même si, non, laissez-moi finir. Même si les familles qui ont été lésées, qui ont eu mal, ont vraiment eu mal. Mais c'est ça la loi, c'est ça le droit. On doit respecter les écritures. Et je pense que M. Vital Kamerhe, à travers les écritures, à travers nos lois, bénéficie de ce que ces juges ont eu à le faire. Et le plus important, ça démontre que le chef de l'État, ce qu'il a dit, il a respecté. Il ne se mêle pas de la justice. Parce que ce sont vous les mêmes journalistes. Comme M. Vital Kamerhe était arrêté, je pense que Pierrot leur a dit, ah voilà, on veut l'écarter pour 2023. Mais non, qu'il est libéré, donc on ne veut plus l'écarter. On veut le remettre en 2000. En fait, on ne se mêle pas de la justice. La justice, elle est indépendante. Elle est indépendante. Parce qu'il y a quelques temps, M. Moïse Katumbi ne pouvait plus rentrer. La justice a fait son travail. M. Moïse Katumbi
rétabli, il est là, il a même repris ses entreprises. Tout le monde se contrôle. Justice de Fachi, justice de Fachi. Mais non, là, on attend. Parce que je viens de voir Congo Hold Up sortir des histoires, il y a eu des choses un peu compliquées. Si demain la justice frappe, vous allez dire quoi? Elle est sélective. Elle attaque certaines personnes. Non. Congo Hold Up a cité JCK aussi, hein? Mais je dis, la justice... Kabongo a été cité. Il est très proche de M. Tshisekedi. C'est pour cela que je dis une chose. Le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Béton, ce monsieur ne se mêle pas de la justice. Nous avons un président, pour moi c'est même une grâce, il ne se mêle pas de la justice. Il laisse la justice faire son travail. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Peu importe, même quand on l'insulte, ah, Otiki Kamere, il n'est pas là. Non, mais monsieur le ministre, il y a des cas où le président est là. Le président s'est fait vendre dans la peau d'un combattant de la lutte contre la corruption. Monsieur Benjamin Wengabasubi, condamné pour détournement dans les affaires sans jour, condamné pour 5 ans, il a fait 1 année, il est dehors par grâce présidentielle. Monsieur Makabouza, condamné dans l'affaire des détournements des fonds, à 5 ans de prison, à moins de 2 ans, il est dehors par grâce présidentielle. Là, c'est de la volonté de M. Tshisekedi. Comment vous expliquez-vous que lui, il est le batteur de la lutte contre la corruption? Arrêtez d'induire le peuple en erreur. C'est-à-dire? La grâce présidentielle, quand le chef d'État signe la grâce présidentielle, il n'y a pas de nom devant lui. Arrêtez d'induire. Ou peut-être si vous ne maîtrisez pas le sujet, prenez des juristes qui vont peut-être édifier la population. Monsieur Perrault, le chef d'État, quand il signe la grâce présidentielle, il signe avec des normes et des critères. Après, ça part au niveau des tribunaux, des parquets. Vous parlez des critères? Mais laissez-moi finir. Le président signe? Non, il signe à travers des critères. Ok. Il ne voit pas des noms. Non, mais attendez. Quand vous Écoutez-moi. regardez... Allez-y, allez-y, monsieur le ministre, je vous en prie. Il signe, il ne voit pas des noms. Il ne voit pas des individus, c'est à travers des critères. Ça part au niveau des cours et tribunaux et c'est là-bas qu'ils donnent les listes. Il y a une commission qui est assise pour dire, par rapport aux critères donnés, on peut insérer tel nom, tel nom. Le chef ne connaît même pas ces noms-là. On insère, ça part au niveau de la prison et puis les gens là sortent. Où vous voulez impliquer le chef dans ça? Et en plus de ça, ça prouve juste une chose, qu'on doit réformer le système judiciaire. Parce que c'est un système qui a été pourri pendant plus de 50 ans. 32 ans, 18 ans, on sait ce qu'il en est. Le chef est en train de faire. Avant, est-ce que l'IGF, il valait quoi dans ce pays? Aujourd'hui, on a l'IGF, M. Alingueti Alligator. Vous n'êtes pas fier de lui? Toutes les personnes qui l'IGF Je demande... Non, on ne parle pas de ça. Je demande une chose. Vous n'êtes pas fier de lui, du travail qu'il est en train d'abattre? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de dire que M. Tshisekedi a fait ça, il a libéré tel. Il n'a libéré personne. Comme tout chef d'État, il a signé ce qu'il devait signer. S'il y a eu des magouilles, c'est parce que la justice était pourrie. Et cette justice, on est en train de changer ça. N'attendez pas que ce qui a été détruit en 50 ans puisse être qu'on remette ça en place en 2 ans. C'est facile, ça, comme Ce n'est pas passé, c'est ça la vérité. C'est facile, monsieur le ministre. Mais vous si n'êtes pas monsieur la bloc, c'est que le pays a été détruit pendant 50 ans, ne nous demandez pas des comptes. Monsieur Louawa, je ne connais pas votre date de naissance. Admettons que vous êtes né en 70, en 70 ou en 80. Vous n'êtes pas ce que vous êtes devenu en un jour ou en 1 année. Laissez aussi à la République le temps de se relever. À travers ce que parmi vous, des gens ont détruit. C'est facile de lancer la pierre à M. Tshisekedi. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas détruit dans ce pays? Et vous pensez qu'on coup de baguette magique, on va vous... Non, laissez-nous travailler au moins. Et soyez quand même humains. Soyez humains. Donnez du vôtre. Quand vous êtes... M. Tshisekedi dit aussi, M. Tshisekedi fait du bon travail. On doit aider l'IGF, on doit aider ça, on doit faire ça, on doit changer les choses. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire le frais de votre propre turpitude? On se rappelle quand même de l'UDPS à l'opposition. Vous n'avez pas laissé Joseph Kabila travailler tranquillement. Mais je n'empêche pas l'opposition de faire ce qu'il doit faire. On voit l'honorable Fayoulou, ce qu'il fait, il se bat étant qu'opposant. Mais c'est que je demande une chose, vous la presse, accompagnez le peuple congolais. N'accompagnez pas le président Fachi, accompagnez le peuple congolais. Ne l'induisez pas en erreur pour que demain il puisse répondre à un système qu'il a tué. On accompagne le président Fachi, le président Félix. D'accompagner le peuple congolais, par exemple, quand le gouvernement nous dit qu'il y aura baisse de produits de biens de première nécessité et qu'on ne voit pas cela, on fait quoi? On ne le dit pas. Le gouvernement a dit, ce gouvernement n'a même pas encore 6 mois. Il est en train... Non, monsieur Perrault. On lui avait pas... Ce gouvernement est en train de travailler.
On voit les vivres qui sont déjà arrivés. Mon collègue de l'économie voyage encore demain pour la Namibie. Nous savons tout ce qu'on a comme contrainte. On ne va pas non plus venir pleurnicher. Mais je vous dis, la fin va tout justifier. C'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas M. Boudimou. Ce n'est pas le chef d'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le plus important, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais est dans notre viseur. Le peuple congolais va se retrouver. Et M. Péro-Loire va en parler à la télévision. Le ministre, non, juste peut-être une dernière question, par exemple, par rapport à la politique. On n'est pas notre allié, on va terminer, on est à la télévision, dernière question. Je me disais, quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il nous a promis qu'il allait faire des millionnaires. On attend. Il a fait, et puis il a dit, par exemple, qu'il y aura des investisseurs. Il a tellement voyagé. Vous avez fait pareil. Jusque-là, toujours pas d'investisseurs. Dans votre secteur, au moins, vous avez dit qu'il y en a. Il n'est pas encore. Je vais vous dire une chose. Au moment où nous parlons des hydrocarbures, c'est à hauteur minimum, l'investissement, c'est à 100 millions de dollars. Au Congo, on n'en a pas. Il faut aller chercher ça ailleurs. Ça, c'est la première des choses. Le chef de l'État... On n'est pas encore crédible. Il ne se bouscule pas au portillon. Mais nous devons créer cette crédibilité. Mais quand vous, la presse, vous battez contre nous, nous qui voulons changer la situation, le vécu. Ne va pas contre vous. Il vous rappelle juste certaines Non, promesses. il y a des choses, comme M. Perrault-Leroy a dit, comme c'est tout ce qui vient d'affirmer, c'est qui n'était pas vrai. Qui n'était pas vrai. Je n'aurais pas été là. Le public aurait pensé qu'il a dit des réalités. Rien de ce qu'il a dit n'est vrai. Monsieur le ministre, beaucoup de choses que j'ai dites sont vraies. Pas du tout. Vous avez tantôt dit que c'était du buzz et puis vous êtes revenu vous-même. J'ai dit que vous avez fait un virage à 360 à l'heure. Vous avez nié et puis vous êtes revenu, c'est pas grave. Monsieur le ministre, vous parlez des ordonnances du président de la République. Dans les ordonnances des grâces présidentielles, il y a un article qui dit que ceux qui ont été condamnés pour viol, ceux qui ont été condamnés pour détournement ne sont pas bénéficiaires de ces ordonnances. Le président a posé la signature. Le lendemain, on voit des gens condamnés pour les détournements être libérés. Vous nous dites, taisez-vous, chérie, soyez taisez-vous. La dernière question, monsieur le ministre. Très vite. Comment est-ce que vous avez ramené Il nous reste juste une minute. C'est la dernière, monsieur le ministre. Qui était condamné pour détournement, qui a bénéficié Je parle de Benjamin Wenga, je parle de l'émission Makabouza et des Sokok. Ils ont été condamnés pour détournement. Si c'est le cas, comme je le dis, le président n'était pas non, l'appareil judiciaire. Lui, non, pas du tout. L'appareil judiciaire. Non, faut pas dire ça. L'appareil judiciaire. Mais pourquoi vous le mettez là où il n'est pas? Mais le chef n'est pas juste. On va terminer cette émission, malheureusement. Non, ni les tribunaux, ni du parquet. Je vais quand même poser une question sur l'Ouganda. On reviendra sur. Mais je pense que l'Ouganda, vous avez. Il y a eu le chef d'état-major, quelqu'un vous a répondu. Je pense que par rapport à ça, c'est clair, la réponse a été claire. On reviendra pour une autre émission. On reviendra pour une autre émission. Je pense on a fait plus de 50 minutes, monsieur le ministre. On va terminer pour ce soir. Pour dire un dernier mot, pour terminer. Je dirais une chose, c'est que la population congolaise doit faire confiance au gouvernement Samalou Lukonde, le gouvernement de Warrior, parce qu'on a un premier ministre intègre qui est déterminé à poursuivre et à faire avancer la vision du chef de l'État. Nous avons des Congolais, c'est vrai que nous sommes humains, par moments l'émotion peut nous prendre dans certaines choses, mais il faut dissocier la justice de la présidence et du gouvernement. Nous avons demandé l'état de droit. L'état de droit, c'est une justice indépendante qui ne dépend ni du président de la République ni de M. Boudimou. C'est ce que nous devons soutenir, qu'on ne mette pas à gauche, à droite. Ceux qui sont libres, s'il y a eu erreur, ce n'est pas au président qu'on doit incomber ça. Nous devons réformer les choses et ça va être fait. Pour le reste, bonne année. Si on ne se revoit pas d'ici là, je suis avec la famille ici. Quand je dis la famille, M. Perrault-Leroy, qui est tout en contre nous, mais bientôt il va beaucoup aimer parce qu'on n'est pas là pour des intérêts personnels. On est là pour changer les choses et on va y arriver. Et je demande votre apport, votre concours pour qu'on puisse changer la République démocratique du Congo, pour que la gratuité puisse être effective et pour que le Congolais puisse avoir accès à la santé, pour que le Congolais puisse manger par rapport à son salaire. C'est tout ce que moi je demande étant que citoyen congolais. Et étant le ministère des hydrocarbures, accompagnez-moi dans les appels d'offres qu'on va faire d'ici le premier trimestre 2022. Et aussi, Dieu voulant, qu'on puisse changer la loi de 2015 et le décret de 2016. Cette émission n'est pas terminée. On reviendra peut-être après votre tour de Paris. On reviendra pour continuer. Ça a été très passionnant. On sent que
Beaucoup de matières sont restées un peu. Ah si, si, là. Allez, monsieur, on a fini. On vous rappelle, hein, on recevait monsieur Didier Boudimou, qui est ministre national des hydrocarbures ici en République démocratique du Congo, au nom de Perro Louara de CPL Télévision et Élisée Odia de Yabiso TV et Congo Top Congo FM. Je vous retrouve très bientôt. Bonsoir chez vous.